L'examen de la muqueuse buccale est un examen spécifique qui nécessite d'être systématique, et c'est cette systématisation de l'examen de la muqueuse que nous allons décliner dans cette formation. En préambule, l'objectif du diagnostic de l'examen de la cavité buccale repose sur l'identification des lésions élémentaires. Ces lésions élémentaires peuvent être schématisées sous la forme de modifications de couleur ou de modification de volume. Dans un second temps, il faudra rattacher ces lésions élémentaires à une étiologie. Si on veut classer ces étiologies en grands facteurs, on pourra noter les étiologies inflammatoires et dysimmunitaires, les étiologies traumatiques, tumorales et infectieuses. De façon plus rare, certaines maladies génétiques ou des formes idiopathiques pourront s'exprimer au niveau de la muqueuse buccale. Enfin, il ne faudra pas perdre de vue la possibilité de maladies ou syndromes auxquels pourront être intégrées les lésions de la muqueuse buccale. Les outils nécessaires à l'examen de la muqueuse buccale sont des miroirs ou abaisse-langue. En général, nous utilisons 2 miroirs ou 2 abaisse-langues pour faciliter la prise de photos. La compresse est un élément indispensable pour sécher la muqueuse et mobiliser les surfaces musculaires, notamment la langue. Enfin, l'éclairage est certainement le point le plus important concernant cet examen de la muqueuse buccale. Nous utilisons aujourd'hui des sialytiques équipés de lampes LED qui donnent une luminosité tout à fait adaptée à l'examen clinique. En complément de l'examen clinique, nous sommes fréquemment amenés à réaliser une biopsie qui est analysée au laboratoire d'anatomopathologie. L'examen de la muqueuse buccale commence par l'examen des lèvres. La face externe des lèvres est représentée par un revêtement cutané qui se prolonge par le vermillon des lèvres, qui est une zone de transition entre la muqueuse et la peau. Cette demi-muqueuse des lèvres est discrètement kératinisée, ce qui lui donne une couleur blanchâtre. Cette zone kératinisée est une couche protectrice des lèvres. L'examen de la muqueuse buccale doit être systématisé. Cette systématisation a été théorisée sous la forme de différents cercles. Un cercle externe, un cercle interne, un cercle lingual et oropharyngé et un cercle qui concerne la face ventrale de la langue. Le premier cercle, le cercle externe, concerne l'analyse des lèvres et de la gencive. La muqueuse des lèvres est une muqueuse qui perd sa kératinisation. Elle a donc une couleur rosée différente du vermillon des lèvres. Sous la partie superficielle de la muqueuse, on a un ensemble de petits nodules qui correspondent aux glandes salivaires accessoires qui peuvent donner un aspect mamelonné à la surface interne des lèvres. Autour des dents, on note la présence de gencives qui se déclinent en gencive marginale qui va suivre le collet dentaire, puis en gencive attachée qui est un peu plus claire, qui est la partie de la gencive adhérente à l'os. Entre la gencive et la muqueuse labiale, il existe une muqueuse de recouvrement qui forme la muqueuse vestibulaire. Le cercle externe se prolonge par l'examen des joues, l'examen de la zone rétro-commissurale et de la partie plus postérieure de la joue qui se termine au niveau de la commissure intermaxillaire. La muqueuse jugale est une muqueuse non kératinisée qui contient beaucoup moins de glandes salivaires accessoires que dans la partie labiale. Le cercle interne débute par l'examen du plancher buccal dans sa partie antérieure, qui est marqué par la présence des canaux excréteurs principaux des glandes sous-mandibulaires ou canaux de Wharton qui s'abouchent de part et d'autre du fin lingual. On peut remarquer au niveau du plancher antérieur la présence d'une vascularisation sous-jacente importante qui est visible du fait de la finesse de l'épithélium de recouvrement. L'examen du cercle interne doit aussi intéresser la partie gingivale qui est en rapport avec les dents. Il est important de compléter cet examen
par la visualisation de la partie postérieure du plancher buccal. Cet examen est souvent rendu difficile par la présence de la langue. Il faut alors la mobiliser à l'aide d'une compresse ou d'abaisse-langue, tel que c'est schématisé sur le diaporama. Cette zone du plancher buccal est importante à examiner car c'est une zone de prédilection du développement des carcinomes épidermoïdes. Le cercle interne intéresse aussi le maxillaire. Nous distinguerons la partie antérieure du maxillaire qui est constituée de papilles, une papille centrale qui est la papille rétro-incisive ou bunoïde, et perpendiculairement à cette papille, on peut noter la présence des papilles palatines. Dans la partie postérieure du palais, on a souvent une muqueuse qui est un petit peu dépressible, jaunâtre, du fait de la présence de graisse sous-jacente. Les glandes salivaires accessoires sont localisées dans la partie postéro-latérale du palais. Le cercle lingual et l'oropharynx commencent par l'examen de la face dorsale de la langue. Au niveau de la face dorsale de la langue, on note la présence de nombreuses papilles blanchâtres que l'on appelle les papilles filiformes. Entre ces papilles filiformes, il existe quelques papilles rouges qui se nomment papilles fongiformes. Plus en arrière, il existe un gros système de papilles de grande taille que l'on appelle les papilles caliciformes qui vont former le V lingual. Au niveau de l'oropharynx, dans la partie centrale, on note la présence de la luette et de part et d'autre les piliers antérieurs et postérieurs de l'amygdale. Entre ces deux piliers, on peut visualiser la présence des amygdales palatines. Les amygdales linguales, qui sont souvent très postérieures, sont peu visibles. On les aperçoit sur la photo de droite en arrière du V lingual. L'examen de la face ventrale de la langue est dominé par la présence d'une muqueuse non kératinisée. À travers l'épithélium fin, on peut visualiser les veines ranines qui forment un système veineux développé de part et d'autre du frein lingual. À l'extrémité de ces veines ranines, on peut observer parfois la présence de papilles qui forment les papilles pelvilinguales. Nous terminerons l'examen de la cavité orale par l'examen du bord de la langue qui met en évidence une papille caliciforme qui appartient au V lingual, une hypertrophie des papilles foliées et des papilles foliées qui s'expriment parfois par de simples striations blanchâtres qui ne sont pas visibles sur cette langue. Il ne faudra pas oublier d'observer le plancher buccal qui est marqué ici par la présence d'une riche vascularisation. Enfin, en complément d'examen clinique, nous sommes fréquemment amenés à réaliser une biopsie. La biopsie muqueuse est peu différente de la biopsie cutanée. Elle peut être réalisée à l'aide d'un bistouri à lame ou d'un punch. Cette biopsie incisionnelle sera réalisée au niveau des différents aspects des lésions élémentaires. Le fragment biopsié devra être orienté. Pour ce faire, nous préconisons de le déposer sur une feuille de papier à laquelle il pourra adhérer sur sa partie conjonctive. Cette feuille de papier avec la biopsie sera déposée dans un fixateur de formol. Les renseignements cliniques correspondant à la lésion seront transmis au laboratoire d'anatomopathologie qui réalisera l'inclusion, les coupes et la coloration. Classiquement, au niveau d'un fragment de muqueuse, nous observerons l'épithélium avec une surface kératinisée ou non et dans la partie profonde, la partie conjonctive. Les vaisseaux ne sont présents que dans la partie conjonctive, ce qui donne la coloration rosée à la muqueuse buccale.